Père, peux-tu me chanter cette chanson, vieux macroniste? Nous la chantons tous les jours presque à la nuit. Bien sûr, Timmy. Vieux macroniste, vieux macroniste. Mao 68 maintenant, total fasciste. Tu préfères la télé, surtout le gaz de schiste. Plutôt que décamper, tu t'accroches, tu t'enquistes. Vieux macroniste, vieux macroniste. J'espère que tu mourras dans ton vomi. Vieux macroniste, arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Oh, vieux macroniste, tu t'accroches, tu t'enquistes. À la retraite depuis 15 ans, les autres tu t'en fiches. Toi tu pars en croisière, tu laisses crever tes fils. Le climat c'est une blague, la France tu la fistes. Vieux macroniste, j'espère que tu mourras dans ton vomi. Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Tu te crois VIP mais t'inquiète t'es sur la liste. Manu va pas te rater, tu vas voir comme ça glisse. 75 ans de conneries mais demain c'est fini. Profite encore de la vie tant que tu sens pas la piste. Vieux macroniste, jeune, vieux macroniste, jeune, vieux macroniste. Jeune macroniste, putain c'est la chialance, t'as déjà une vie triste. Jeune macroniste, CBC McKinsey, t'as un costume d'artiste. Tu rêves de prix Mac Chiche, toi tu niques déjà le fisc. Tu soutiens Zelensky pour cacher tous tes vices. Jeune macroniste, jeune, vieux macroniste, ni dans la kiffance d'un pays devenu triste. Vieux macroniste. Ah ça c'est de la chanson comme on aime ici. Père, peux-tu me chanter cette chanson, vieux macroniste? Nous la chantons tous les jours presque à la nuit. Bien sûr, Timmy. Vieux macroniste, vieux macroniste. Mao 68 maintenant, total fasciste. Tu préfères la télé, surtout le gaz de schiste. Plutôt que décamper, tu t'accroches, tu t'enquistes. Vieux macroniste, vieux macroniste. J'espère que tu mourras dans ton vomi. Vieux macroniste, arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Oh, vieux macroniste, tu t'accroches, tu t'enquistes. À la retraite depuis 15 ans, les autres tu t'en fiches. Toi tu pars en croisière, tu laisses crever tes fils. Le climat c'est une blague, la France tu la fistes.
dans ton vomi. Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Tu te crois VIP mais t'inquiète t'es sur la liste. Manu va pas te rater, tu vas voir comme ça glisse. 75 ans de conneries mais demain c'est fini. Profite encore de la vie tant que tu sens pas la piste. Vieux macroniste. Jeune, vieux macroniste. Jeune, vieux macroniste. Jeune macroniste. Putain c'est la chialance, t'as déjà une vie triste. Jeune macroniste, CBC McKinsey, t'as un costume d'artiste. Tu rêves de prime bac chiche, toi tu niques déjà le fisc. Tu soutiens Zelensky pour cacher tous tes vices. Jeune macroniste. Jeune, vieux macroniste. Ni dans la kiffance d'un pays devenu triste. Le macroniste. Ah, ça, c'est de la chanson comme on aime ici. Ah. Dis père, peux-tu me chanter cette chanson, vieux macroniste? Nous la chantons tous les jours ou presque à la nuit. Bien sûr, Timmy. Vieux macroniste, vieux macroniste. Mao 68 maintenant, total fasciste. Tu préfères la télé, surtout le gaz de schiste. Plutôt que de décamper, tu t'accroches, tu t'enquistes. Vieux macroniste, vieux macroniste. J'espère que tu mourras dans ton vomi. Vieux macroniste. Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Oh, vieux macroniste. Tu t'accroches, tu t'enquistes. À la retraite depuis 15 ans, les autres tu t'en fiches. Tu pars en croisière, tu laisses crever tes fils. Le climat c'est une blague, la France tu la fistes. Vieux macroniste. J'espère que tu mourras dans ton vomi. Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Tu te crois VIP mais t'inquiète t'es sur la liste. Manu va pas te rater, tu vas voir comme ça glisse. 75 ans de conneries mais demain c'est fini. Profite encore de la vie tant que tu sens pas la piste. Vieux macroniste. Jeune, vieux macroniste. Jeune, vieux macroniste. Jeune macroniste. Putain c'est la chialance, t'as déjà une vie triste. Jeune macroniste, CBC McKinsey, t'as un costume d'artiste. Tu rêves de prime bac chiche, toi tu niques déjà le fisc. Tu soutiens Zelensky pour cacher tous tes vices. Jeune macroniste. Jeune, vieux macroniste. Ni dans la kiffance d'un pays devenu triste. Le macroniste. Ah, ça, c'est de la chanson comme on aime ici. Ah.
Hola, salut, c'est la revue de presse du monde moderne. Je suis un peu en retard, mais on est là. Tous les matins, on est là. J'espère que le son est pas si mauvais parce que je n'ai pas de micro, donc c'est la revue de presse qui se balade. Comme vous la connaissez, comme vous l'aimez aussi. Alors, on va parler ce matin de manière calme. Bajned, comme on dit ici. Bonjour, c'est la revue de presse du monde moderne. On lit la presse oligarchique pour savoir un peu comment on nous parle. Et là, on va parler bien sûr du nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak. Vous allez voir, c'est formidable. Encore un leader qu'on va adorer. On va parler bien sûr de la voiture électrique et une mine qui s'ouvre en France de lithium. C'est formidable aussi. La mine, Timmy n'est pas là, mais c'est génial. Et puis, on va parler également des impôts qui augmentent, de la motion de censure qui n'est pas passée, évidemment. Bref, plein de choses qui sont tout à fait géniales. C'est la revue de presse du monde moderne. Installez-vous confortablement. Nous allons commencer ce matin. Salut, ça va? Allez, on commence avec aujourd'hui en France, Le Parisien, journal qui appartient à Bernard Arnault, le Français le plus riche du monde. Eh bien, on apprend que la France accélère en termes de voitures électriques. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de voitures électriques françaises. Enfin, très peu. Généralement, ce sont les Chinois et les Américains qui vont encore gagner. Pour ce qui est de la France, on attendra. Mais on a un plan, France 2030 et plein d'autres pour que la France devienne championne du monde de la voiture électrique. Le problème, c'est que c'est vraiment pas gagné. L'industrie automobile française souhaite bâtir une filière intégrée. Alors, est-ce qu'on aura encore de l'électricité dans 20 ans? Je ne sais pas. Peut-être faudra-t-il simplement pédaler sur un vieux vélo rouillé pour aller d'un point A à un point B, chercher des patates jusqu'au bunker. Voilà. En tout cas, la voiture électrique, ça vous gagne. Avec une mine de lithium qui va bientôt ouvrir en France. Et oui, formidable, une avancée majeure pour la souveraineté de la filière automobile française. Le projet a été annoncé hier. Alors, c'est encore loin, hein. Il faut qu'il sorte par Imerys, spécialisé dans les minerais. Une mine de lithium sur son site de Beauvoir dans l'Allier. Voilà. Donc, si vous êtes dans l'Allier, 1000, c'est le nombre d'emplois directs et indirects prévus dans le projet de mine de lithium à Beauvoir. Mi-emploi. Bruno est très content parce que ça fait mi-emploi dans une filière d'avenir, la voiture électrique. Donc, il est très content. Et oui, 34 000 tonnes, alors, et les évaluations, hein, 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an à produire pour une durée d'au moins 25 ans. L'un des plus grands chantiers d'extraction de lithium de l'Union européenne qui pourrait, une fois pleinement opérationnel, équiper environ 700 000 véhicules électriques avec leurs batteries ion lithium. C'est formidable. Nous avons 3 projets de gigafactory de batteries en France. Renault à Douai, Stellantis Total Energy à Douvrin et la start-up grenobloise, coucou les grenoblois et Antoine, Vercors à Dunkerque. La start-up grenobloise qui s'appelle Vercors et qui est à Dunkerque, ça j'étais pas prêt. Voilà, le lithium est apporté à 100% aujourd'hui. Et là, ce serait un site complètement souterrain qui permettrait donc 34 000 tonnes de lithium. La France pourrait ainsi disposer d'une mine d'un site industriel. C'est formidable. Sur place, les élus locaux qui ne disposent pas encore des détails du projet accueillent plutôt favorablement la nouvelle. Le site est situé en pleine nature, dans un endroit totalement isolé. Imerys, qui est présent ici depuis plusieurs années, est un grand groupe international composé de vrais professionnels du secteur minier. Concernant les 1000 emplois qui sont promis, en revanche, je demande à voir. Donc même les maires sont pas sûrs de l'annonce des 1000 emplois en disant c'est peut-être un peu forcé quand même ça. Oh, mais ça va en faire des emplois d'enfants. C'est formidable. Tous ces enfants qui vont pouvoir aller gratter la mine de lithium. C'est Timmy qui se réjouit, évidemment. C'est cool, il est pas là. Mais Timmy est très content. C'est con que j'ai pas Timmy, parce que là, la mine de lithium, elle est dans tous les canards. Hein. C'est vraiment la grosse nouvelle. Hein. Ouais, on a une mine de lithium, ouais. On va pouvoir faire des voitures électriques, ouais. On est indépendant, ouais. Bref, enfin voilà. C'est vraiment une grosse nouvelle. On sent qu'il fallait mettre le paquet. Hier, les motions de censure, évidemment, ne sont pas passées, même s'il y a eu un coup de politique de Marine Le Pen, puisqu'elle a annoncé voter la motion de censure de la NUPES,
la chef du RN cherche à se placer comme principale opposante. Une manœuvre savamment préparée qui a fait des LR des alliés de facto d'Emmanuel Macron, LR Love EM. Et c'est vrai que là, les LR, il suffisait de leur voix, 50 voix pour qu'une motion de censure passe, une des deux, celle de la NUPES ou celle du Rassemblement national. Mais les Républicains ont décidé d'être dans l'opposition constructive. Ils veulent être très sérieux pour prendre le pays à la suite d'Emmanuel Macron. En gros, ils veulent simplement taffer avec Emmanuel Macron, qui a foutu en l'air leur parti, vu qu'il a siphonné tous les talents de la droite, hein, de Éric Woerth, en passant par Thierry Solaire, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, voilà, Nicolas Sarkozy, qu'il adore, qui est en une de Libé. Donc la droite se dit, mais c'est chez nous, en fait. C'est notre nouvelle famille. Emmanuel est peut-être l'avenir des Républicains. C'est plutôt leur cimetière. Et en tout cas, bien joué de la part de Marine Le Pen. Ça a fait peur au gouvernement. Ça a fait un peu bouger aussi en disant « Mais qu'est-ce que vous faites finalement ?» Moment de stupeur en Macronie. Non, si les membres de la majorité ont été surpris par le choix du RN avant de dénoncer la complexité, la complicité entre les extrêmes, une alliance contre nature. Oui, c'est vrai que c'est pas Emmanuel Macron qui honorait la mémoire du maréchal Pétain, c'est pas Emmanuel Macron qui est allé serrer la main de Giorgia Meloni le premier, c'est pas Emmanuel Macron, ni d'ailleurs son parti Renaissance qui a donné des groupes parlementaires au Rassemblement national, c'est surtout pas Emmanuel Macron qui travaille main dans la main systématiquement avec Marine Le Pen pour gagner les élections. Non, c'est vrai, c'est pas lui. Non, lui c'est un barrage à l'extrême droite, excusez-moi. Ça veut dire qu'on tombe là, nerf à vif. Ce collaborateur d'un important cabinet ministériel a été pris d'un sérieux coup de chaud. Il savait très bien qu'il tombait pas puisque les LR avaient dit qu'ils ne voteraient aucune motion de censure. Donc c'est vraiment du spectacle pour les enfants. C'est vraiment mal fait en plus. C'est-à-dire c'est chiant. Tu sais ce qui va se passer. Il n'y a aucun twist, retournement. Je vais essayer de parler français et de ne pas parler comme McKinsey. Le groupe RN, voilà, en disant un rapide calcul suffit à faire redescendre la température. Ah oui, c'est vrai. Sans l'apport des voix LR, la réponse est non. Ce qui s'est effectivement vérifié dans l'après-midi. La donne politique au Parlement, on ne la découvre pas là, minore un autre conseiller de l'exécutif. Marine Le Pen le sait très bien. En faisant ça, ce qui va se passer, rien. Voilà. Ben oui, il le savait. Elisabeth Borne le savait, ils le savent tous. Rien ne va se passer. Vous allez voir, ça passe. Ça passe. Tout passe. Votre retraite, ça passe. Votre voiture, ça passe. Votre vie, ça passe. Votre liberté, ça passe. Tout passe. Un hémicycle en surchauffe. Dites aux Français que vous seriez prêts à gouverner ensemble, ou alors admettez qu'il n'y a pas de majorité alternative. Pilonne ainsi Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance, à la tribune. Un mot d'ordre dûment relayé dans les rangs. Et bientôt le programme commun, gronde à son tour sur Twitter le président de Renaissance de la commission des lois, Sacha Houlier. Quand l'ex-LR allié à Macron, Éric Woerth, le meilleur, un des grands talents de la droite, Éric Woerth, très très fort en vente d'hippodrome, en vrai. L'ingouvernabilité comme alternative, ah bah voilà, mais c'est pas être gouverné là ce qu'on est, on est maltraité, donc faut se calmer les gars, et redescendez. À part obéir aux feuilles de route des cabinets de conseil et maltraiter les Français qu'on a un peu ras-le-bol, ça sert à rien. Merci pour le train de la hype. On a reçu un boost. N'hésitez pas bien sûr à partager le lien de cette revue de presse, à vous abonner, à chanter sur votre terrasse, votre balcon, dans votre jardin, dans la rue, que vous aimez cette revue de presse, à vous dire que, je compte sur vous, voilà. Donc voilà, le fric, évidemment, les LR voulaient surtout pas d'une nouvelle campagne électorale, ils n'étaient pas prêts, et puis ils ne veulent surtout pas perdre leur siège, il en reste pas beaucoup, faut dire. Voilà, le message de cette contre-offensive est clair, mais avant un très probable nouveau revers ce mardi lors du vote solennel sur le projet de loi de programmation des finances publiques, évidemment ça va passer aussi, voilà, le gouvernement, plus que jamais dépendant du bon vouloir des députés LR, n'a pas fini de ramer et de trembler. Donc il se peut qu'un jour, les LR se disent on va jouer notre joker. On est prêt cette fois-ci. On pèse suffisamment pour jouer notre joker. Et les Français, les quoi? Ceux qui votent pour vous, vous savez, ceux qui sont dans la merde, là. Ceux qui n'arrivent pas à finir les fins de mois. Les Français, quoi. Ah, oulala, oh là là,
Ils sont calmes ou ils sont excités? Comment ça se passe là en ce moment, les Français? Calme? Bon, ça va. Il y a les vacances? Bon, bah, alors ça va. Bon, ça ne sort pas le Joker maintenant, ça va. Sinon, encore un young leader phénoménal du World Economic Forum, Rishi Sunak, qui arrive à Downing Street, un Premier ministre qui n'est pas élu. Tiens, ça vous rappelle quelqu'un? Oui, Ursula von der Leyen. Un Premier ministre marié à une richissime héritière. Tiens, ça vous rappelle quelqu'un? Oui, Ursula von der Leyen. Un Premier ministre qui est un ancien de Goldman Sachs, une banque d'affaires. Ça vous rappelle quelqu'un? Oui, Emmanuel Macron. Un mec qui sait même pas comment utiliser sa carte sans contact à la station-service. Alors la vidéo du mec qui danse à Ibiza, c'est un sosie, ce n'est pas Rishi Sunak apparemment. Elle a fait le tour du web hier, tout le monde a cru que c'était le Premier ministre qui était vraiment content cet été à Ibiza. Non, c'est apparemment un sosie du nouveau Premier ministre britannique. Il a épousé la fille d'un des fondateurs d'une boîte de technologie indienne qui s'appelle Infosys. Infosys, il faut savoir que c'est une boîte qui a mis en place, et c'est là que vous vous dites, non, c'est pas vrai, si, l'ADAR, A2ADH2AR, qui est un système d'identification biométrique indien qui recense plus de 960 millions de personnes. Il faut savoir que Nandan Nilekani, qui est un des cofondateurs d'Infosys, est devenu le patron de ce programme d'identification biométrique qui s'appelle UIDAI, Unique ID, je ne sais plus quoi exactement. Et donc, cette boîte, eh bien, la femme de Rishi Sunak est l'héritière d'un des fondateurs de cette énorme boîte. Elle a créé une ligne de vêtements, sinon elle investit plutôt dans la finance verte également. Rishi Sunak, c'est le mec, c'était mieux, qui a été choisi, clairement, puisqu'il n'a pas été élu, pour rassurer les marchés financiers. C'est vraiment le gars sûr, le gars sûr de la finance internationale pour dire, bon, tu les maltraites, les Anglais, tu fais comme les autres, aucun problème. Et vous allez voir, il y a un truc qui est assez exceptionnel, c'est la vidéo de la fin de son allocution, quand il a dit « I'm ready to serve, I'm ready to serve ». Regardez, c'est glaçant. And I will work day in, day out to deliver for the British people. Merci. C'est donc la première fois qu'une intelligence artificielle devient Premier ministre. C'est assez impressionnant. Le mec, quand même... Ça, tout est dit. C'est pas un comportement très... Je sais pas. Tu le sens pas blagueur, tu le sens pas... C'est assez impressionnant. Donc, c'est un bel Android du World Economic Forum qu'on nous a proposé là. Je vous le remets quand même parce que moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Alors, peut-être qu'il a une oreillette qui déconne, je sais pas, mais globalement, il y a un truc qui va pas. And I will work day in, day out to deliver for the British people. Donc c'est le moment où la communauté des modernos souhaite bon courage à nos copains britanniques. Parce que bon, ça va pas être drôle. Et oui, ça va vraiment pas être drôle. Et surtout, alors le mec quand même ne connaît pas du tout ce que c'est que le besoin, la difficulté. Dans un documentaire des années 2000, devant la caméra, de manière très, très narquoise, il disait « J'ai des amis aristocrates, j'ai des amis issus de la grande bourgeoisie et des amis ouvriers. » Enfin non, pas des ouvriers, faut pas déconner. Et comme je vous le disais, il y a une vidéo de lui aussi où il n'arrive pas à utiliser sa carte sans contact à une station-service. Puisque, bon, ces mecs-là, généralement, même pour enfiler une chemise, ils ont besoin d'aide. Et là, non, mais c'est compliqué. Ça va être le Premier ministre britannique, ça promet de grands moments de trucs assez dingues. Alors les Britanniques commencent à gueuler en disant mais on aimerait voter. En fait, on aimerait être consulté parce que là, bon, Liz Truss déjà, elle n'était pas non plus, elle servait à rien. Mais alors là, lui, non, on aimerait bien voter quand même. Et bien sûr, les Tories ne veulent pas qu'il y ait de vote, évidemment. Et voilà, le mind control, ouais, je sais pas, encore un truc. Je me demande pourquoi il y a
ce type de personnage qui arrive comme ça, l'argent. C'est la preuve tout simplement que la plutocratie est vraiment le régime qui gouverne, pas la démocratie. Là, c'est clairement la plutocratie qui met en place un de ses fantassins, je sais pas, une de ses pièces, je sais pas exactement. J'ai d'ailleurs donné un grand entretien à la chaîne suisse qui s'appelle Antithèse, où on a parlé de plein de sujets. Je vous invite à aller voir leur chaîne YouTube et voir l'entretien. J'ai partagé sur différents réseaux sociaux, c'est assez intéressant. Mais là, je crains que les Britanniques passent un sale quart d'heure. Et puis, dans le Parisien aujourd'hui en France, pourquoi la Russie accuse l'Ukraine de préparer une bombe sale? C'est vrai ça, pourquoi? Alors, il y a plusieurs thématiques, il y a plusieurs hypothèses. D'abord, il faut savoir que c'est le ministre de la Défense russe qui a appelé ses homologues en alertant sur une possible attaque de la part de Kiev à la bombe radioactive sale. Stratégie de diversion, réelle inquiétude ou argument pour faire monter la pression? Alors, si les Russes disent ça, les Occidentaux qui font la guerre avec l'OTAN et du côté des Ukrainiens expliquent que c'est parce que les Russes veulent le faire. Hein, et donc, ils veulent créer un false flag, donc un faux drapeau, une attaque sous faux drapeau, en faisant croire que les Ukrainiens l'ont fait, mais que c'est eux qui vont le faire. Et du côté russe, on dit clairement que non, on vous prévient que les Ukrainiens avec les Américains préparent un faux drapeau dégueulasse et on ne voudrait pas être accusé de ce faux drapeau dégueulasse. Donc, c'est un peu... tu crois qui tu veux, en fait, dans cette affaire. S'il vous plaît... vos jeux là, qui tuent des milliers de personnes, qui mutilent des milliers de gamins, qui servent à rien, arrêtez-les. Hein, vous allez arrêter cette guerre gentiment, vous allez vous mettre autour d'une table. Je sais que c'est les Ukrainiens qui ne veulent pas faire la paix, évidemment, ils veulent récupérer la Crimée, donc ça risque de durer longtemps, ça risque d'être extrêmement douloureux, mais stop, on va arrêter là. Hein, parce que c'est, à part enrichir des corrompus, la guerre sert pas à grand chose en réalité. C'est Bernard-Henri Lévy qui en parle le mieux de la guerre. La guerre, ce sont des corps de femmes et d'hommes qui se battent pour une cause ou qui ne veulent pas servir à un dictateur. Non, la guerre, c'est d'abord un moyen rapide de se faire beaucoup d'argent. Pour les gens qui ont déjà beaucoup d'argent. Voilà. Et d'occuper des gens qui n'ont pas d'emploi, puisque quand t'as pas d'emploi, c'est mieux d'être militaire. Hein, enfin, c'est de soldat, pardon, excusez-moi. Et puis après, tu relances l'économie une fois que tout est par terre. Non, mais c'est vachement bien foutu. En tout cas, voilà. Tout le monde s'accuse. Alors, attention, c'est lui qui veut faire une bombe. Non, c'est moi. Non, c'est toi. Attention, c'est toi. Attention. Qui c'est? Ah, c'est encore les Américains. Non, ils jouent tout le temps. Avant... Ok, voilà ce que j'ai trouvé. Tais-toi, Siri. Avant de parler de cette possible attaque d'une bombe sale nucléaire, moi, il y a une question qui me taraude. Et j'aimerais avoir la réponse, puisque la Suède, visiblement, a enquêté et a la réponse. Qui a saboté les gazoducs Nord Stream? Qui? Voilà. J'aimerais juste savoir ça. Et visiblement, c'est une question, quand tu poses cette question, tu es traité de complotiste, hein, puisque tu demandes un truc. Non, mais ça va pas de poser des questions pareilles. Je dis, non, mais c'est quand même super important de savoir qui a saboté les tuyaux Nord Stream, surtout que la Suède a enquêté et qu'apparemment on le sait, donc pourquoi on n'a pas les infos? Comment ça se fait qu'on n'a pas les infos, en fait? Voilà. Donc, rien que ça. Là, aujourd'hui, à l'ONU, puisque c'est encore un truc où on peut s'entendre à plusieurs et parler à plusieurs, tout le monde devrait dire, bon, écoutez, on arrête de jouer tant qu'on n'a pas la réponse à qui a saboté Nord Stream. Parce que ça expliquerait comment se fait la guerre, et peut-être qu'on donnerait plus de crédit à la parole russe. Je ne sais pas. Voilà. Donc à un moment, ça suffit, en fait, ce monde d'hypocrites, de mensonges, de manipulations. Pourquoi ne pas dévoiler cette information cruciale? Tout simplement. Et est-ce que nos chers chefs d'État ont cette information? Et dans ce cas-là, à quoi jouent-ils? Voilà. Mais je fais confiance à personne, c'est pas une question de faire confiance, c'est de dire, voilà, vous avez des instances internationales où on fait encore semblant de se parler, utilisons-les. Mais là, ça devient tellement n'importe quoi. Moi, je ne vais pas parler de Butcha, évidemment. Donc voilà. Là, on commence à se rendre compte, enfin, les dindons qui nous gouvernent commencent à se rendre compte que c'est quand même un peu trop des dindons, donc ça commence un peu trop à se voir, donc ils vont peut-être un peu se calmer. Puis sinon, dans le Parisien, dur d'être encore plus sobre énergétiquement. Hein. Ah oui. Une étude révèle que 2/3 des ménages français avaient déjà diminué leur consommation d'énergie avant la présentation du plan sobriété, hein, vu la flambée des prix. Qu'est-ce qu'ils sont cons quand même, excusez-moi, c'est un gros mot, mais évidemment, idiote, que la plupart des Français sont déjà dans la sobriété contrainte, subie.
ou tout simplement qu'ils le font parce qu'ils savent que ça va coûter trop cher, l'énergie. Et là, on va faire une campagne, j'éteins, je décale, je baisse. Oui, parce que toi, c'est vrai, t'as jamais regardé ta facture d'électricité, tu sais même pas combien ça coûte en vrai. Puisque Agnès Pannier-Runacher, elle aussi est une héritière. Hein. D'ailleurs, d'un papa qui a bossé dans le pétrole. Mais tout ça, c'est pas grave. Pour eux, c'est normal de faire des efforts, hein, pour les valeurs, pour tout ça. Non, les gens, ils font des efforts depuis des années, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer un chauffage à 19 degrés. Et quand tu dis ça, les mecs te regardent avec des yeux. Ah, oh, bah, il y a autant de pauvres. Ah, bah, non, c'est juste les gens. C'est quoi? Tu les connais pas, en fait. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Et ça passe. On n'a pas attendu leur plan taré. Je sais même pas combien ça a coûté, là, leur campagne débile. Je baisse, j'éteins et je décale, puisque tu as des pubs maintenant, ça y est, une petite campagne. Mais quelle débilité, en fait. C'est l'air vraiment de la médiocrité et de la bêtise. Et des gens fiers d'être médiocres et bêtes qui gouvernent. Et là, tu es là, tu regardes et tu dis, mais on est obligé, en fait, de subir. Ouais. Et c'est assez terrible. Ouais. Donc voilà, donc ils découvrent, oui, que le problème, c'est un peu quand même l'isolation. Hein, globalement, les gens, ils n'ont pas des maisons assez isolées. Voilà, c'est un peu le problème. Sinon, le Figaro. Alors, le Figaro est très content hein, que Richou Sunak, on va l'appeler. Richou Sunak, l'atout des Tories pour remettre à flot le Royaume-Uni. L'atout des cabinets des banques d'affaires et des fonds d'investissement hein, pour continuer de se faire de la thune sur le dos des Anglais. La voiture, bouc émissaire de la transition écologique. Alors là, le Figaro défend la bagnole. Ça fait plaisir, parce que de tous les côtés, la bagnole est attaquée, c'est la bagnole, hein, c'est votre voiture qui pollue, il y a les zones à faible émission, alors qui risquent d'être un déclencheur de nouveaux gilets jaunes, hein, voilà, parce que, en gros, ta bagnole, elle pollue trop, donc tu peux plus venir en ville, alors tu restes dans ta cambrousse et tu fermes ta gueule. L'automobile a été un succès parce qu'elle était accessible au plus grand nombre. Le pire serait que le passage au véhicule électrique fasse de la voiture un produit de luxe. C'est Luc Châtel, ancien ministre, hein, président de la plateforme automobile PFA, qui dit tout haut ce que, évidemment, il ne faut surtout pas dire. Le plan voiture électrique, c'est simplement dire aux gens qu'ils n'auront plus de voiture, parce que ça va être trop cher et que ce sera un produit pour la classe aisée qui pourra s'acheter une voiture électrique ou la louer ou même la charger, tout simplement. Sauf que ça, tu ne peux pas l'expliquer comme ça. Quand tu dis « Oh, la France va avoir une filière électrique, on aura tous des voitures électriques », non, ça coûte trop cher. Ah oui, alors on fera tous du covoiturage électrique. Non, parce que c'est pas évident enfin, il n'y a que 4 places, et puis il n'y en a pas tant que ça, des voitures électriques, vu que c'est trop cher. Alors, eh bien, vous aurez tous des trottinettes et des vélos électriques, c'est quand même cher aussi, et on se les pèle quand il fait froid l'hiver. C'est pas super. Et quand on veut emmener les enfants en vacances, c'est pas super non plus. Ah, alors, écoutez, il faudrait pas quand même que le passage au véhicule électrique fasse de la voiture un produit de luxe. C'est ce que ça va faire. Mais c'est pas grave. Mais c'est mieux de le dire comme ça vous êtes prévenus, vous allez devenir pauvre. Mais ouais, ils peuvent pas, évidemment, le gouvernement ne peut pas annoncer ça comme ça. Hein. Donc il parle de filière électrique, il parle de filière d'avenir qui va créer des emplois. Hein. 1000 emplois dans la mine de lithium, par exemple. Et ce plan, c'est formidable, hein, accompagne la paupérisation tout simplement des classes moyennes européennes, occidentales, globalement. Voilà, une lente descente vers une tiers-mondisation, hein, tout ça dans la joie et la bonne humeur, avec des éléments de langage formidables qui t'expliquent que tu vas devenir pauvre, et c'est super, c'est le progrès. Et la chance que tu auras, c'est que tu pourras bosser jusqu'à la mort. Et ça, tu peux vraiment dire merci aux progressistes. Parce que c'est vrai, c'est chiant la retraite. C'est vrai, c'est pas super. C'est dingue ce qui se passe. Voilà. Donc c'est assez terrible. Et quand même, ils se disent, non mais attendez, parce que si on fait ça, est-ce que là, avec cette politique anti-voiture, les élus redoutent un souffle insurrectionnel, l'extension des zones à faible émission, hein, dans les métropoles qui désorganisent villes et campagnes. Évidemment, hein, les gens commencent à se rendre compte, depuis les gilets jaunes, qui sont globalement pris pour des cons et des vaches à lait. Très bien. Les gilets jaunes n'étaient pas assez nombreux. Ils en ont pris plein la gueule. Les mecs derrière ont dit « Oh, mais c'est des pauvres, laisse tomber. » Là, les mecs derrière commencent à se dire « Ça sent un peu le frigo vide, là.
Ça sent un peu le... On va pas pouvoir s'acheter de voiture électrique, hein. J'ai fait les comptes, ça marchera pas, hein. On peut plus aller en ville, faire les courses. Donc les mecs qui n'ont pas bougé un petit doigt, qui pensaient du côté des winners, hein, de la classe moyenne, voilà, genre oui, mais bon, oui, vous savez, tout ça, commencent à comprendre qu'ils se font totalement niquer. Eux aussi. Et là, les élus se disent, oh, mais il pourrait y avoir une petite insurrection. Mais non, c'est de la blague. Ils savent très bien qu'il n'y aura rien. Ça passe. Même Édouard Philippe n'en revenait pas, en fait. Il y a eu le seul moment de réveil contre cette docilité, hein, ce suicide accepté de la classe moyenne, ça a été les Gilets jaunes. Les restes, ça passe. Donc là, les élus savent très bien que ça va passer. Puisqu'en plus, le narratif est génial. Ta bagnole pollue, t'es un vrai danger pour la planète. T'es vraiment méchant de ne pas vouloir acheter une voiture électrique. Donc, si toi tu dis, mais non, mais en fait, c'est pas... Enfin, je veux bien, ok, mais si avec moi, qu'est-ce qu'on fait du jet privé du yacht? Qu'est-ce qu'on fait de l'industrie ultra polluante? À l'aminolithium, ça va polluer les sols, c'est pas grave, c'est une super filière. Mais non, mais qu'est-ce qu'on fait? Sérieusement, ça passe, parce que tu passes pour un salopard. Et voilà, et donc, et en plus, j'en parlais hier, les réseaux sociaux, les GAFAM sont en train de créer, pareil, une censure, hein, de tout le discours climato-sceptique. C'est-à-dire le moment où tu dis, mais quand même, cette histoire de carbone, j'ai fait les comptes, hein, c'est quand même là, censuré. Donc voilà, c'est assez terrible. Donc bon covoiturage à tous, hein, dans la petite voiture électrique du notable local. Ça va être... Mais vous vous rendez compte le futur de merde qui est en train de se préparer ou pas? Non, parce que j'ai l'impression que les gens sont encore un peu dans le déni. Ou ils pensent que ça peut tenir encore longtemps. Bon. On verra. On nous met tout sur le dos. La passion contrariée des Français pour leur voiture, fin des moteurs thermiques, piétonisation, zone à faible émission. Les politiques anti-pollution ciblent toujours plus les automobilistes. Première victime, les classes moyennes dénoncent une injustice sociale. Bon, il serait temps que les classes moyennes se rendent compte qu'elles se font plumer et qu'elles sont en train de juste perdre tout ce qu'elles avaient, issu des 30 glorieuses, de la révolution industrielle, tout ça c'est fini. C'est l'heure de l'addition, c'est le quoi qu'il va vous en coûter. Et ça va ça va bien se passer, ça passe, puisque globalement les gens ne sont pas assez nerveux. Et ils trouvent normal de faire des plans comme ça pour sauver la planète, tout ça c'est super. Mais quand il faut comprendre que la voiture électrique, c'est pas pour eux, oh là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Le moment où ils vont comprendre que le progrès, c'est de devenir pauvre. Une sorte de serre du 21e siècle. Ça risque d'être compliqué à faire passer. Pourquoi la taxe foncière va flamber en 2023? C'est vrai ça? Pourquoi la taxe foncière va flamber en 2023? Enfin, c'est pour éviter un conflit avec les élus locaux. Le gouvernement a inscrit dans le projet de budget une revalorisation de 7% des bases locatives qui servent au calcul de la taxe foncière, une augmentation à laquelle s'ajouteront la hausse des taux décidés par les maires. Ben oui, la facture d'électricité est impayable pour les territoires, et les maires et les communes. Donc, plutôt que d'essayer de dire on va faire un prix d'électricité qui baisse parce qu'on va arrêter ces conneries, non, on va juste taxer les gens qui peuvent encore payer un peu. Seulement, quand tu es propriétaire, des fois, tu n'as que ton logement principal, qui n'est pas non plus génial, et ça coûte déjà très cher à payer quand tu es mal payé, toi, avec ton salaire et l'inflation. Donc là, c'est encore un truc qui va coûter une blinde pour des politiques de gougnafiers, voilà, j'utilise le mot, qui nous endettent pour des générations, et ils n'ont trouvé que ça, taxer toujours les mêmes. Surtout pas les super profits, hein. En revanche, si on peut taxer, t'es propriétaire, tu peux pas te barrer comme ça du jour au lendemain. Et là, t'es sûr de bien payer. Donc 7% plus l'augmentation, hein. Et elle vient d'augmenter cette année, bien sûr. Donc là, on parle de l'augmentation de l'an prochain. Donc là, si vous payez déjà une fortune, dans l'an prochain, ça va être encore une fortune. Donc à un moment, il y a une seule solution, hein, si tout ça doit s'arrêter, c'est le refus de l'impôt. La désobéissance à l'impôt. C'est généralement ce qui les fait arrêter, hein. C'est quand tu dis non, je paye plus. Tu payes plus tes factures, bon, prenne ta maison, tu payes plus tes impôts. C'est pareil, ils sont emmerdés. Si c'est 60 millions de Français qui ne payent plus leurs impôts, ils sont vraiment très emmerdés.
Et puis on est prélevé à la source, c'est bien fait, ça évite cette désobéissance à l'impôt. Donc évidemment, là, t'es coincé, c'est Camoulox. Tu dis, bon, bah, à part se débancariser, c'est extrêmement complexe. Tu peux pas vivre sans compte en banque aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Voilà. Brave New World. Donc la maison va flamber. L'immobilier, bien sûr. D'ailleurs, l'immobilier, il n'y a plus de prêts, puisque évidemment les taux ont augmenté, donc trop de ménages sont devenus insolvables, donc on ne prête plus pour acheter. Donc déjà, vous n'aurez plus rien et vous serez heureux, c'est en train vraiment de se mettre en place gentiment. Et voilà, il faut être proprio dans une ville riche, oui c'est ça, c'est un peu ce qui reste pour être tranquille. Voilà, c'est génial. 5 mois, Sandy, Didi Landon, venu sur Twitch pour la revue de presse du monde moderne. Merci. 5 mois d'abonnement. 2 mois d'abonnement pour Annikil 5. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à cette revue de presse ici sur Twitch. Et vous pouvez mettre aussi des commentaires, des pouces sur YouTube si vous nous regardez en décalé. Si vous baissez, si vous éteignez, si vous décalez. Enfin voilà, juste... Globalement, oui, on va vers une société à 2 vitesses avec des gens qui seront aisés, qui auront la voiture électrique, qui sont propriétaires, etc. Et une masse prolétarienne extrêmement vaste et extrêmement divisée aussi. Voilà. Et d'ailleurs, c'est Attali qui en parle le mieux. Hein. Une petite partie de l'humanité qui sera des nomades, augmentée, qui permettra de bouger d'un pays à l'autre de toute façon, et qui n'aura pas de problème, et puis une humanité qui sera engluée dans la pauvreté, qui ne pourra pas bouger, qui sera contrainte de rester sur place. Et voilà, ce genre de vision d'horreur hein, qui est discutée d'ailleurs autour de petits fours hein, très, 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 très doctement. L'emmerdeur, Sarkozy et LR, c'est la couve de Libération. Elle est assez drôle. Et oui, Nicolas Sarkozy emmerde sa famille politique. C'est un boulet. Il est tellement fier d'être copain d'Emmanuel Macron pour pas aller en tôle que les LR se disent « Non mais t'es gênant, arrête, t'en as encore là, arrête, va-t'en. » Alors que lui, il revient en disant « C'est la seule chance qu'il reste de notre famille politique, c'est de faire alliance, une bonne alliance avec M. Macron qui est un formidable président de la République qui a su lui aussi faire face à des crises assez exceptionnel. Je suis d'ailleurs de très bons conseils, vu que moi j'ai su gouverner pendant le temps des tempêtes. Bonjour, c'est Nicolas Sarkozy, je vais vous lire le temps des tempêtes. Non, tu vas aller, je crois que tu as un procès qui est en cours là, tu vas préparer ta défense avec tes avocats, hein, et puis tu vas aller faire une conférence au Qatar, comme d'habitude, tu es très bien payé, parce que maintenant c'est son business, il fait des conférences. Elles sont pas filmées, pas vraiment, il est très bien payé, puis tu dis, bah voilà, c'est Nicolas Sarkozy. Bonjour, je vais vous lire l'état des tempêtes. C'est bien foutu, hein. Oh là là. Alors le problème, c'est que les LR se posent des questions. C'est très bizarre cette histoire. Sarkozy se comporte avec Macron comme Donald Trump avec Vladimir Poutine. Pourquoi ce mec tellement burné, transgressif, agressif même, se retrouve dans cette relation de quasi-servilité? Mais pourquoi donc? Serait-ce la peur de la prison? C'est un sarkozyste qui s'interroge. Hein. Alors, les vagues piques de son ami à Macron, relancer le débat sur la fin de vie, ça ne me plaît pas. A glissé Sarkozy en admirateur dans une scène diffusée par Quotidien, peine à convaincre de son indépendance. Alors il y a bien sûr son activité principale, celle dont je vous parlais, donner des conférences à travers le monde, jamais filmé, mais très bien rémunéré. Toute cette action est d'autant plus rentable s'il peut revendiquer sa proximité avec le président de la République, explique un témoin. Soit. Bon, tout le monde sait pourquoi Nicolas Sarkozy fait la carpette avec Macron. Tout le monde. Hein. C'est simplement parce qu'il a trop d'affaires au cul et que le président peut ralentir les affaires vu qu'il n'y a pas vraiment de séparation des pouvoirs dans la prési-monarchie qui est la nôtre. Mais on n'a pas le droit de le dire, évidemment, puisque ça c'est conspiré. Mais bon, tout le monde le sait. Qu'en pensent les Libyens? Qu'en pensent les Qataris? Qu'en pense le PSG? C'est génial. Donc voilà, c'est formidable. La cour du roi.
Sinon, dans la cour du roi, on a un pôle emploi spécial ministre, qui est bien foutu. Hein. Je ne laisserai personne de côté, avait promis Macron aux marcheurs battus aux législatives. D'ailleurs, je me demande où est passée Amélie de Montchalin, si vous avez de ses nouvelles. Je crois qu'elle n'a pas encore été recasée. Depuis, plusieurs anciens ministres ont été recasés grâce au soutien du président Castex à la RATP, Castaner, qui va peut-être récupérer le port de Marseille, Vargon, qui prend la commission de régulation de l'énergie. Le Monde précise que le conseiller politique du chef de l'État, Grégoire Poton, reçoit les battus en galère. Nos confrères ajoutent, le ministre de l'économie a été mis à contribution par l'Élysée pour donner un coup de pouce à une dizaine d'ex-élus en désir de reconversion. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a été mis à contribution par l'Élysée pour donner un coup de pouce à une dizaine d'ex-élus en désir de reconversion. C'est beau, hein. Ou ça s'appelle juste le pantouflage, hein. C'est pas nouveau, hein. C'est pas Macron qui l'a inventé, c'est juste que c'est notre régime, c'est la France, c'est super bien foutu. Enfin, c'est pas que la France, mais en France c'est particulièrement rigolo. C'est comme les chenilles processionnaires, hein, tu sais, ils sont dans un cabinet ministériel, hop, ils se retrouvent à la tête d'une autorité indépendante qui sert à rien, hop, et consultant, et ben que voilà, que je récupère la RATP. Jean Castex, 2 fois il prend la RATP, une fois avant de prendre la régie des transports, je sais plus quoi, où il était au board, 2 fois, la deuxième fois avant d'annoncer qu'il allait être nommé par Macron à la tête de la régie des transports parisiens. C'est beau, c'est beau. Pour certains, il suffit effectivement de traverser la rue, celle du Faubourg Saint-Honoré, la rue de l'Élysée, pour trouver du travail. Pour les autres, il y a le plan du plein emploi. Vous allez pouvoir vous reconvertir dans des filières d'emploi. Comme par exemple le ministre macroniste, par exemple. Moi, j'aimerais bien être ministre macroniste, moi. Oui, alors quelles sont tes compétences? J'en ai aucune. J'ai été de gauche, j'ai été de droite, j'ai trahi tous mes amis. Je crois que j'ai un conflit d'intérêt avec une grosse boîte. J'ai déjà de l'argent. Je pense avoir le profil. Effectivement, on va étudier votre candidature, merci. Ah, il faut zozoter, désolé monsieur. Ce sera pas pour vous, pas pour cette fois. Ah mais ça peut zozoter aussi, il n'y a aucun problème. Se parler très vite et zozoter, ça peut aussi perdre du poids et mettre des petits costards qui servent. Allez, moi, je veux vraiment ce job de ministre. Je pense avoir vraiment toutes les qualifications requises. Écoutez, c'est gênant, non. Écoutez, je pense que ce zozotement est très mal fait. Donc, voilà. Le plein emploi, chiche. Joli. Merci, Dave Twitch. Tout petit corps, ouais. Oh là là, mon Dieu. Mais non, mais dans quoi on est fourré, sérieux. C'est... Oh là 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 là. Marjorie, merci d'être en direct. 5 mois d'abonnement également. Merci à tous ceux qui prennent leur abonnement ce matin. C'est la revue de presse du monde moderne. Vous êtes bien, hein. On apprend en rigolant. Parfois, on se dit quand même, c'est quand même un peu triste quand même. Mais bon, c'est une dimension. Il faut voir ça comme un spectacle. Hein, c'est la société du spectacle. Sinon, dans les Échos, ce matin, les consultants de McKinsey font une percée dans l'agriculture française. À peine tu les chasses au balai de l'administration, donc va-t'en toi, va-t'en avec tes conseillers en PowerPoint tout pourris. Ah bah, puisque c'est ça, on va aller voir l'agriculture française. Eh bah oui, ça marche. Le cabinet américain qui n'a pas payé ses impôts en France, rappelez-vous, et c'est normal parce qu'ils créent des emplois, ils vont pas non plus payer des impôts. T'es pas con quoi. S'allie avec le campus agricole de Xavier Niel autour d'un simulateur de ferme destiné aux exploitants industriels et autres investisseurs de l'agroalimentaire. Le bureau parisien mobilise désormais 120 consultants sur les questions de souveraineté, de sécurité des approvisionnements et de durabilité des filières. Autant dire qu'on est niqué. Ça veut dire que là, globalement, d'ici une dizaine d'années, on n'a plus rien à manger en France. Et on importe des États-Unis, du blé OGM. 10 ans. Je mets 10 ans, hein, si jamais McKinsey réussit son plan. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils ont un simulateur qui permet à un éleveur ou un cultivateur de calculer... de calculer les revenus des émissions de gaz à effet de serre de son exploitation. Voilà. En fonction des pratiques agronomiques choisies. Donc là, tu comprends que le CO2 est un marché formidable pour les cabinets de conseil. Oula, attendez, je vais peut-être fermer la fenêtre parce que j'ai un halo. C'est très joli, mais c'est... Voilà, c'est professionnel. Fais toujours attention à l'image ici. Toujours attention à la qualité. Qualité de l'air. Il n'y a pas trop de CO2.
Voilà. Donc le CO2, c'est juste un énorme marché, du cabinet de conseil, en passant par tous les amis du World Economic Forum, évidemment, ça occupe les politiques. Hein. Bon, on va faire une super politique hein, pour dire aux cons qu'ils peuvent plus avoir de voiture. Bah ouais, non mais c'est génial. Mais c'est pour sauver la planète, évidemment. Et là, donc, en fonction des pratiques, planter des arbres hein, ou implanter des couverts végétaux entre les rangs de culture a des effets environnementaux positifs. Hein. Ouais, ça, incroyable, incroyable. On le savait avant McKinsey. Hein. Mais bon, eux, ils te vendent ça, en fait, comme un truc, waouh. Ok. Mais c'est un coût aussi, ça influence les rendements. Donc le revenu, c'est là où McKinsey arrive. C'est peut-être pas si bien de planter des arbres là. Vaut mieux les planter là. Ça fera 500 000 euros. Et c'est cher pour planter un arbre. Ah oui, mais c'est pour votre sobriété carbone, monsieur. L'exercice a été fait pour le blé, il est en cours pour le lait et les légumes. Stocker des boîtes de conserve. Des raffinements manquent encore, hein, comme l'intégration des subventions dans le compte du résultat final. Allô Ursula, combien tu donnes, toi, avec l'Europe, s'ils font du carbone bien, du joli carbone de blé? C'est dingue. McKinsey et l'agriculture. On est quand même mal barré, hein. C'est pas... Voilà, donc tu les chasses par la porte, ils reviennent par la fenêtre. Et puis, il y a le plan Horizon 2030. Hein. Et les équipes McKinsey ont évidemment briefé pendant une journée entière le conseil de surveillance d'une coopérative européenne pour dessiner sa stratégie de décarbonation à l'horizon 2030, avec pour enjeu des centaines de millions d'euros d'investissement. Ça alors, comment ça? Ce serait un énorme marché de dupes? Non, de vrais gens qui sont concernés. Ah bah oui, oui, mais c'est normal, c'est vachement bien. Non, faut pas dire du mal, c'est vachement bien. Je trouve ça vachement bien. Donc voilà, vous êtes prévenus, McKinsey s'occupe de l'agriculture, donc commencez peut-être à faire un petit potager. En plus, si vous avez déjà acheté une fourche, bah, vous pourrez l'utiliser pour le potager, donc c'est vraiment super. C'est le moment ou jamais. Hein. Et si jamais un consultant arrive, hein, avec son costard et ses pompes toutes cirées, vous savez quoi faire. Hein. Non merci, j'ai déjà donné au témoin de Jéhovah la semaine dernière, c'est bon. Voilà, donc excellente nouvelle. Hein. McKinsey et l'agriculture, là, on ne pouvait pas tomber mieux. Petite nouvelle qui fait pas vraiment la une, hein, qui est dans les Échos, un autre journal qui appartient à Bernard Arnault. Le blanchiment de fraude fiscale, Crédit Suisse va verser 238 millions à la France. Seulement, j'ai envie de dire, parce que je pense qu'ils ont blanchi beaucoup plus que ça. La Banque suisse va donc payer 238 millions d'euros pour clore les poursuites et éviter un procès, tout simplement. Une enquête avait été ouverte en 2016 pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et démarchage illégal de clients en France. Les mecs venaient avec quasiment comme des barbouzes, avec une petite mallette, avec leur petit ordinateur qu'ils échangeaient dans le train pour être sûr qu'il n'y avait aucune donnée dessus, pour aller chercher des richoux français en leur disant « Venez planquer votre thune en Suisse, c'est mieux !» Et le richou français disait « Ah oui, oui, c'est très bien. Non, parce que j'ai pas envie de quitter le 16e, j'y suis attaché quand même. C'est le quartier où je suis né. J'ai toutes mes petites habitudes. Voilà, tenez, merci. » Et il repartait avec la thune du richou français qui foutait là-bas. Blanchiment de fraude fiscale. Démarchage illégal. Ah mais c'est formidable. C'est bien foutu. Donc il paye simplement 238 millions pour dire « Allez, on déconne, ça va. On n'a arnaqué personne, à part le fisc. Ça va. » Sinon, en France, 200 000 placardisés qui coûtent l'équivalent de 10 milliards d'euros par an. Mon Dieu. Oui, dans une note sur l'emploi des seniors, l'Institut Montaigne. C'est pas sérieux. C'est l'Institut Montaigne de Laurent Bigorgne, celui qui prenait de la coke là toutes les semaines, qui droguait ses collaboratrices pour s'amuser. Non. L'Institut Montaigne, celui qui était avec Emmanuel Macron quand il a fait La République En Marche, tout ça. Ils viennent de faire une note sur l'emploi des seniors. Oh. Et alors 200 000, c'est le nombre de personnes punies à n'y rien faire ou presque tout en restant payées. Mais c'est pas une punition, ça. Payer à rien foutre. C'est plutôt un cadeau. Ça s'appelle rentier. C'est une chance. C'est une chance dans la vie, vous savez, d'être payé à rien foutre. Non, c'est une punition dans les Échos. Il faut travailler pour ça. Les salaires versés, les dépenses d'assurance maladie représentent environ 10 milliards par an. Mais alors comment l'Institut Montaigne, cette institution très respectable et très sérieuse, a fait son enquête ? Très simplement, hein. Dans les entreprises comme dans l'administration, les placards sont évoqués entre collègues, hein, toujours sous le manteau, puisqu'ils n'existent pas officiellement. Hein. Mais combien sont-ils, ces salariés payés à ne rien faire, le temps que l'employeur les voit jeter l'éponge? Eh bien, dans une note sur l'emploi des seniors, l'Institut Montaigne avance un chiffre, environ 200 000. L'évaluation est tirée d'un sondage Kantar pour le Centre de réflexion libérale sur le travail au XXIe siècle.
Excusez-moi, le quoi? Le centre de réflexion libérale sur le travail au XXIe siècle. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on va aller voir. Qu'est-ce que c'est que le centre de réflexion libérale sur le travail au XXIe siècle? Le centre de réflexion libérale sur le travail au XXIe siècle. Alors, on ne trouve pas. Mais enfin, il n'y a rien. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, j'aimerais savoir c'est quoi le centre de réflexion libérale sur le travail au XXIe siècle. Eh bien, on ne trouve rien. Mais alors, j'aimerais savoir vraiment. Groupe de réflexion, tu cherches, il n'y a rien sur Internet. Think tank, voilà, bon, un truc, il n'y a rien. Libéralisme, qui sommes-nous, Institut Montaigne. Bon, tout rejoint l'Institut Montaigne, et donc, voilà. Non, mais c'est sérieux. Donc, c'est l'Institut Montaigne qui est le centre de réflexion libérale sur le travail au XXIe siècle? C'est eux? C'est ça? Franchement, je pose la question, hein. Je suis aussi en la matière, je ne vais pas au dîner du cercle, mais du siècle non plus. Bon. Et alors, je veux bien qu'il y ait des placardisés, hein, mais il y a aussi pas mal d'emplois qui servent à rien. Notamment ce principe de think tank, hein. C'est assez dingue. Bon, j'ai cherché, j'ai pas trouvé le centre de réflexion libérale sur le travail au XXIe siècle. Bon, bel enfumage en tout cas pour dire ça suffit de payer les gens à rien foutre, hein. Oui, je suis bien d'accord. Oui, surtout ceux qui nous gouvernent. Mais bon, c'est autre chose. Sinon, ce chiffre assez incroyable. Finissons un peu avec une bonne nouvelle. 120 zeta-octets, c'est la masse de données numériques créée par l'humanité qui double tous les 2 à 3 ans. Ça représente une quantité d'octets supérieure au nombre estimé de grains de sable sur Terre ou au nombre d'étoiles dans l'univers connu. 5000 zeta-octets de données seront stockés sur Terre en 2040. Si la croissance se poursuit à ce rythme. Attention, parce qu'on peut très vite couper les câbles sous-marins aussi, hein, et ça peut aller très vite aussi. Ça peut aller très vite. 400 heures de vidéos supplémentaires sont stockées toutes les minutes, y compris les vidéos, par exemple, de la revue de presse du Monde Moderne. Ça en fait des heures de vidéos. Hein. Depuis qu'on a commencé cette revue de presse, c'est vrai qu'on fait partie de cette inflation de données. Mais en même temps, c'est peut-être un message pour les générations futures. Quand elles tomberont sur ces revues de presse, elles se diront « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ben, ils avaient des centres de réflexion sur le travail. Oh, oui. Et ils ne voulaient pas taxer les riches parce que c'était interdit, donc ils mangeaient du carton. Ah ouais? Oui. Eh bien, 400 heures. Donc voilà, de 1 à 2% de l'électricité mondiale serait consommée par les data centers qui hébergent 40% des données de l'humanité et dont le coût de construction et d'exploitation est de l'ordre de 1000 milliards d'euros. C'est l'Académie des technologies qui sort cette information. Mais, vous savez quoi? Alors là, on se dit, ça coûte trop cher, ça crame trop de CO2, c'est terrible. Mais on a la solution. L'ADN est l'avenir du stockage numérique. Oui, face à cette accumulation de données, les techniques de stockage donc ont atteint leurs limites. On voit bien qu'on ne va pas tout construire en data center, hein, même l'Elysée. Hein. Eh bien, les espoirs se tournent vers l'archivage sur ADN. Alors là, tu te dis, non, j'étais pas prêt. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'ADN, l'avenir du stockage numérique. C'est un petit cylindre en métal d'à peine 1 cm de long, nous dit Les Échos. À l'intérieur, sur un fragment d'ADN soigneusement protégé de l'air ambiant et de la lumière, on a enregistré 1000 milliards de copies de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette première mondiale a été réalisée en juin dernier par la start-up Biomemory, en partenariat avec la BNF. L'objectif était de montrer le potentiel du stockage numérique sur ADN, technologie récente, démontrée en laboratoire dès 2012 aux États-Unis et qui fait figure de solution providentielle. Parce qu'on a bien sûr cette infobésité, le fait qu'on produit de plus en plus de données, qu'on ne sait pas quoi en foutre, et donc la France, en mai 2022, s'est lancée dans la course de stockage sur ADN avec Molecule Arxiv. Molecule Arxiv. C'est vrai, c'est le nom que les Français ont choisi. Pourquoi pas? Un programme et équipement prioritaire de recherche de 7 ans doté de 20 millions d'euros, piloté par le CNRS qui associe une vingtaine de laboratoires, mais aussi des futurs utilisateurs comme l'INA ou la BNF. Aux États-Unis, il y a 2 programmes de recherche, MIST et SemiSynBio, qui financés bien sûr par la DARPA, la défense évidemment,
et le renseignement, l'IARPA, à hauteur de 150 millions de dollars. Bon, 20 millions de notre côté, 150 millions de l'autre, avec la DARPA derrière, tu sais qui va gagner, c'est évident. C'est sans compter les investissements réalisés par les entreprises privées, Microsoft, évidemment avec Western Digital, Twist Bioscience,